J'ai gagné des millions à la loterie et j'ai décidé de n'en parler à personne. J'ai demandé de l'aide à ma famille pour les mettre à l'épreuve. Une seule personne m'a tendu la main. J'étais assise par terre dans ma petite cuisine, les yeux rivés sur l'écran de mon ordinateur portable où 6 chiffres s'affichaient en jaune vif. 6 chiffres que j'avais vus sur mon billet de loterie. J'ai vérifié 3 fois, puis encore une fois. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. 16 millions de dollars. J'avais gagné 16 millions de dollars à la loterie. Mes mains tremblaient lorsque j'ai posé le billet sur la table. Mon père achetait ses billets chaque semaine jusqu'à sa mort, il y a 3 ans. J'ai perpétué sa tradition, même si ma mère disait toujours que c'était une perte d'argent. 5 dollars par semaine. En 2 ans, cela représentait plus de 500 dollars. Maintenant, ces 500 dollars se sont transformés en 16 millions. J'étais sous le choc. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, peut-être 5 minutes, peut-être 1 heure. Quand j'ai enfin repris mes esprits, je me suis levée, je me suis aspergé le visage d'eau froide et j'ai regardé l'heure. Il était 6 heures du soir, Cole allait rentrer du travail dans 1 heure. Cole, mon petit ami depuis 3 ans, l'homme qui a emménagé chez moi il y a 8 mois parce qu'il s'était disputé avec son colocataire et qu'il avait temporairement besoin d'un logement. Le temporairement s'est prolongé, il n'a jamais commencé à payer le loyer. Il a promis de payer plus tard, quand il recevrait sa prime, il n'y a pas eu de prime. Il dépensait son argent en bière avec ses amis, en nouveaux outils pour son garage, en pièces détachées pour sa moto. J'ai regardé le billet et j'ai soudain compris, je ne veux pas lui en parler, pas maintenant. Ces derniers mois, quelque chose s'est brisé entre nous. Il a cessé de me demander comment j'allais. J'ai cessé d'attendre qu'il me le demande. Nous vivions dans le même appartement, dormions dans le même lit, mais étions des étrangers l'un pour l'autre. Je cuisinais, faisais la lessive, nettoyais, payais tout. Il travaillait, rentrait à la maison, mangeait, regardait la télévision et s'endormait. Parfois, nous faisions l'amour, mais même cela était devenu mécanique, routinier. J'ai caché le billet dans un vieux livre sur l'étagère, là où il ne regarde jamais. Puis je me suis assise sur le canapé et j'ai commencé à réfléchir. J'avais besoin d'un plan. Je voulais tester les gens autour de moi. Je voulais savoir qui, parmi mes proches, méritait vraiment mon aide et qui ne faisait que profiter de moi, et je savais comment m'y prendre. Le lendemain matin, j'ai appelé mon travail pour dire que j'étais malade. Puis j'ai composé le numéro de ma mère. Beverly Kerwin a répondu après la troisième sonnerie. Sa voix était fatiguée, un peu agacée. Que s'est-il passé, Mathilda? Bonjour maman, écoute, j'ai un problème. J'ai été licenciée. Je ne sais pas comment payer mon loyer ce mois-ci. Tu peux me prêter un peu d'argent, au moins pour le loyer? Silence, j'ai entendu ma mère soupirer. Mathilda, encore, tu es toujours malheureuse. Darren ne m'a jamais demandé d'argent, mais toi, tout le temps. J'ai serré les dents. La dernière fois que j'avais demandé de l'argent à ma mère, c'était il y a 3 ans, quand j'avais dû faire réparer ma voiture. Elle avait refusé à l'époque aussi. Maman, je ne t'ai rien demandé depuis 3 ans, c'est vraiment important. Eh bien, je ne peux pas t'aider, ma retraite est modeste et je dois donner de l'argent à Darren et Sheila pour des travaux. Ils veulent refaire leur cuisine. Tu sais combien ça coûte cher? Elle a raccroché sans dire au revoir. Je suis restée assise, le téléphone à la main, à regarder le mur. Ma mère avait préféré financer la rénovation de la cuisine de mon frère plutôt que de m'aider à payer mon loyer. Pour une raison quelconque, cela ne m'a pas surprise. Darren avait toujours été son préféré. L'aîné, brillant, le fils parfait, avec une belle femme et 2 enfants. J'étais juste Mathilde qui travaillait à la caisse d'un supermarché et n'arrivait pas à gérer sa vie. J'ai composé le numéro de Darren. Salut petite sœur, comment ça va? Sa voix semblait enjouée, presque joyeuse. Salut Darren, écoute, j'ai un problème. J'ai été licenciée et j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer. Tu peux m'en prêter? Je te rembourserai dès que j'aurai trouvé un nouveau boulot. Il a claqué la langue avec compassion. Oh ma sœur, je suis désolée, mais tu sais, on vient de prendre un crédit pour acheter une nouvelle Chevrolet pour Sheila. Sa vieille voiture est tombée en panne et on ne peut pas t'aider pour le moment. Serre la ceinture, tout ira bien. En arrière-plan, j'entendais toute la voix de Sheila. Dis-lui de se trouver un vrai travail au lieu de rester caissière jusqu'à 30 ans. Darren eut un petit rire nerveux. Écoute, je dois y aller. Tiens bon. Il raccrocha. Je regardais le téléphone et sentais quelque chose de froid et de lourd s'installer dans ma poitrine. Mon frère ne m'a pas aidé, ma mère ne m'a pas aidé, ils ont trouvé des raisons, trouvé des excuses, mais aucun d'eux ne m'a même demandé comment je me sentais à ce moment-là. Le soir, Cole est rentré du travail. Je préparais le dîner, je faisais cuire du poulet avec des légumes. Il est passé devant moi dans la cuisine, m'a embrassé sur la tempe et s'est assis à table en sortant son téléphone. Comment s'est passée ta journée? M'a-t-il demandé sans lever les yeux de son écran. J'ai été licencié. Il a hoché la tête. Yek, ce n'est pas grave, tu trouveras autre chose. Silence, il a continué à faire défiler son fil d'actualité. Au fait, tu peux me prêter 40 dollars demain? Les gars organisent une partie de pêche. J'ai posé mon assiette devant lui et je me suis assise en face. Je l'ai regardé, son visage indifférent, ses doigts qui glissaient sur l'écran de son téléphone. Il ne m'a même pas demandé ce que j'allais faire maintenant, il ne m'a pas proposé de m'aider à trouver un emploi. Il ne m'a pas dit qu'il pouvait faire des heures supplémentaires pour m'aider, il m'a simplement demandé 40 dollars pour aller pêcher. Il se fichait de moi. Je vais y réfléchir, ai-je répondu doucement. Il a haussé les épaules et a commencé à manger. Le lendemain matin, j'étais assise sur le canapé avec une tasse de café quand on a frappé à la porte. J'ai ouvert et j'ai vu grand-mère Joy, elle tenait une enveloppe froissée dans ses mains. Ne refuse pas, m'a-t-elle dit en me tendant l'enveloppe. Il y a 300 dollars dedans, c'est tout ce que j'ai avant ma retraite, mais tu en as plus besoin que moi en ce moment. J'ai senti mon souffle se couper. 300 dollars, toutes ces économies.
Une femme qui vit avec une pension minimale me donne le peu qu'elle a. Grand-mère Joy, je ne peux pas. Tu peux, et tu vas les prendre. Je sais ce que c'est que de tout perdre. Je suis passée par là après la mort de mon mari. Personne ne m'a aidée à l'époque. Mais moi, je vais t'aider. J'ai fondu en larmes, je l'ai serré dans mes bras et j'ai pleuré sur son épaule, sentant quelque chose se briser en moi et se reconstruire. Elle m'a caressé le dos comme à un enfant. Ce soir-là, j'étais allongée dans mon lit à côté de Cole qui ronflait, étendu sur la moitié du matelas. Je regardais le plafond et pensais aux 300 $ dans l'enveloppe. À ma mère qui avait choisi la cuisine d'un autre. À mon frère qui avait choisi une nouvelle voiture. Au garçon qui avait choisi la pêche, et à ma grand-mère Joy qui m'avait tout donné. Je savais désormais exactement ce que j'allais faire. Je suis arrivée au travail le lundi matin et je suis immédiatement allée voir mon responsable. Je lui ai dit que je démissionnais. Il a été surpris et m'a demandé si tout allait bien, si je ne préférais pas prendre des vacances et à la place. J'ai secoué la tête. Non, je devais partir, il n'a pas insisté. Il m'a demandé de travailler pendant 2 semaines, ce que j'ai accepté. J'avais besoin de temps pour tout organiser. Le lendemain, j'ai trouvé une avocate, non pas sur Internet, mais sur recommandation, une femme nommée Esther Glenn. Elle m'a reçue dans son bureau, petit mais soigné, avec vue sur le parc. Quand je lui ai parlé du gain, elle n'a pas bronché, n'a pas poussé de cri, elle a simplement hoché la tête et noté le chiffre. 16 millions, a-t-elle répété. Vous en avez déjà parlé à quelqu'un? Non, à personne. C'est bien, n'en parlez à personne aussi longtemps que possible. Les gens changent quand ils apprennent qu'il y a de l'argent en jeu, même les plus proches. J'ai acquiescé, je l'avais déjà compris. Esther m'a présenté un conseiller financier, un homme d'âge mûr nommé Grant. Il m'a expliqué comment formaliser mon gain, comment payer les impôts, comment investir l'argent pour qu'il travaille pour moi. J'ai écouté attentivement, pris des notes, posé des questions. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de contrôler ma vie. Pendant ce temps, rien n'avait changé à la maison. Cole rentrait du travail, mangeait, regardait la télévision, s'endormait. Je m'allongeais à côté de lui et pensais à la nouvelle maison que j'avais achetée la semaine précédente. Petite, confortable, dans un quartier calme à 20 minutes de route d'ici. La transaction a été conclue par l'intermédiaire d'un avocat, j'ai payé en espèces. Personne n'était au courant. Mercredi soir, Sheila m'a appelé, j'ai sursauté en voyant son nom s'afficher sur l'écran, mais j'ai répondu. Bonjour Mathilde, comment ça va? Sa voix était douce, presque fausse. Ça va, écoute, j'ai réfléchi, nous avons une pièce libre au sous-sol, tu sais, celle où nous stockions nos vieilles affaires. Nous avons tout nettoyé. Tu peux y vivre pendant un mois ou deux, le temps de te remettre sur pied. Je suis restée silencieuse, attendant la suite. Sheila ne proposait jamais rien sans contrepartie. Mais tu comprends, nous avons 2 enfants, un crédit immobilier, des emprunts. Nous ne pouvons pas simplement héberger une personne supplémentaire. Donc si tu vis chez nous, tu nous aideras, tu nettoieras toute la maison 3 fois par semaine, tu prépareras les déjeuners et les dîners, tu garderas les enfants quand nous devrons sortir. En plus, tu paieras la moitié des factures de service public. C'est honnête, non? On te donne un toit. J'ai serré le téléphone. Donc, je devais nettoyer leur maison de 3 étages, cuisiner pour 4 personnes, garder leurs enfants et payer l'électricité et l'eau. Tout ça pour vivre dans un sous-sol sans fenêtre. Et combien dois-je payer pour la location de la chambre? Ai-je demandé. Eh bien, la location est gratuite si tu fais tout ce que je te dis. Mais si tu n'y arrives pas ou si tu fais quelque chose de mal, tu devras payer 300 $ par mois. 300 $ pour un sous-sol, plus le rôle de femme de ménage et de nounou gratuite. Mon appartement coûtait 650 $ et j'y vivais seule, je faisais ce que je voulais et quand je voulais. Merci pour votre proposition, Shaylo, mais je me débrouillerai toute seule. Pause, puis sa voix est devenue froide et dure. Quelle fière chatte! On veut t'aider et tu nous snobs! Darren m'a dit que tu avais toujours été comme ça, ingrate. Tu crois que quelqu'un d'autre va te donner un logement. Tu n'as même pas assez d'argent pour payer le loyer du mois prochain. Elle a raccroché. Je me suis assise sur le canapé et j'ai regardé le téléphone. Ils ne m'offraient pas leur aide. Ils me proposaient un marché où je devenais leur employée gratuite. Je me suis souvenu du nombre de fois où j'avais gardé mes neveux gratuitement pendant que Darren et Sheila allaient au restaurant ou au cinéma. Du nombre de fois où je leur avais prêté de l'argent qu'ils ne m'avaient jamais remboursé. Combien de fois j'avais apporté des courses à ma mère parce qu'elle avait du mal à se rendre au magasin alors qu'elle allait sans problème à son cours de yoga 2 fois par semaine. J'avais toujours été là pour eux, mais quand j'ai eu besoin d'aide, ils y ont vu une occasion de m'exploiter encore plus. Peu après, je récupérais mes dernières affaires au travail. Mes collègues m'ont organisé une petite fête d'adieu et m'ont offert une carte. J'ai souri, les ai remerciés et les ai embrassés. Certains m'ont demandé où j'allais, ce que je comptais faire. J'ai répondu de manière vague. J'avais besoin d'une pause, je voulais réfléchir à mon avenir. Ils ont hoché la tête et m'ont souhaité bonne chance. Le soir même, j'ai commencé à faire mes valises. Cole a dit qu'il partait pêcher avec des amis pour le week-end. Ils partent un samedi matin et reviennent dimanche soir. J'ai hoché la tête, j'ai dit que c'était super, qu'il avait besoin de se reposer. Il m'a embrassé pour me dire au revoir sans remarquer les cartons vides dans le placard. Le samedi matin, quand son pick-up a disparu au coin de la rue, j'ai commencé à faire mes valises. Vêtements, livres, vaisselle, literie, tout ce qui m'appartenait. J'ai laissé ses affaires intactes, j'ai laissé sa bière dans le réfrigérateur, ses outils dans le placard, ses clés de rechange sur la table. On a frappé à la porte vers midi. C'était grand-mère Joy, elle vivait dans le quartier depuis 30 ans, elle me connaissait depuis ma naissance. Ma mère et elle ont été amies pendant un certain temps, jusqu'à ce que ma mère décide que Joy avait une mauvaise influence, car elle lui conseillait de ne pas supporter les beuveries de mon père.
Après la mort de mon père, c'est Joy qui nous apportait à manger et aidait ma mère à s'occuper des papiers administratifs. Mais ma mère l'a vite oublié et s'est à nouveau éloignée d'elle. Joy ne lui en a pas voulu, elle était simplement là quand j'avais besoin d'elle. Tu es prête m'a-t-elle demandé en regardant les cartons. Oui, elle a hoché la tête. Tu as besoin d'aide? J'ai souri. Je t'en serai reconnaissante. Nous avons fait les cartons ensemble. Joy n'a posé aucune question. Elle ne m'a pas demandé où j'allais, pourquoi je partais, ce qui s'était passé entre Cole et moi. Elle m'a simplement aidé à remplir les cartons, à les sceller avec du ruban adhésif, à les porter jusqu'à la voiture. Quand nous avons eu fini, elle a mis la bouilloire en route et nous a préparé du thé. Tu sais, a-t-elle dit en s'asseyant à table, mon mari est décédé il y a 20 ans d'un cancer, les derniers mois ont été terribles, il pouvait à peine marcher, je m'occupais de lui 24 heures sur 24. Nos enfants vivaient dans d'autres états, il venait de nous rendre visite une fois par mois. Mais tu sais qui était là pour nous? Une voisine du deuxième étage que je connaissais à peine. Elle apportait à manger, restait avec lui quand je devais sortir. Après les funérailles, je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça. Elle m'a répondu: parce que je vois que tu as besoin d'aide. Joy a bu une gorgée de thé. Si ton mari ne te soutient pas dans les moments difficiles, à quoi te sert-il dans les moments faciles? J'ai acquiescé. Elle avait raison, j'ai déménagé le jour même. Joy m'a aidé à décharger mes affaires dans ma nouvelle maison. Il était petit mais lumineux. 2 chambres, un salon, une cuisine donnant sur la cour arrière. Je me tenais au milieu du salon vide et je sentais un poids lourd me quitter les épaules. Pour la première fois depuis des années, j'étais seule, dans ma propre maison, sans les affaires des autres, sans les exigences des autres, sans les attentes des autres. Le soir, j'ai écrit un petit mot à Cole et l'ai laissé sur la table de l'ancien appartement avec les clés. J'ai besoin d'espace. C'est fini entre nous, ne me cherche pas. Je n'ai pas donné d'explication, il ne méritait pas d'explication. Dimanche soir, mon téléphone a sonné. C'était Cole, j'ai raccroché. Il a rappelé, j'ai raccroché à nouveau. Puis j'ai reçu un message. C'est quoi ce cirque? Où es-tu? Où sont mes affaires? Je n'ai pas répondu. Un autre message. Mathilde, c'est absurde. Tu ne peux pas simplement disparaître. Parlons-en comme des adultes. J'ai bloqué son numéro. Je l'ai bloqué sur toutes les messageries, les réseaux sociaux, partout. Je l'ai effacé de ma vie d'un simple clic. Puis je me suis assise sur le canapé de ma nouvelle maison, j'ai serré un oreiller dans mes bras et j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement. Les premières semaines dans ma nouvelle maison ont été étranges. Je me réveillais le matin et je ne comprenais pas tout de suite où j'étais. Puis je me souvenais, c'est ma maison, la mienne. Personne ne ronfle à côté, personne ne laisse de vaisselle sale dans l'évier, personne n'allume la télévision à plein volume à 7 heures du matin. Le silence, l'espace, la liberté. J'ai officialisé mon gain. Esther, mon avocate, m'a guidée à travers toutes les étapes, impôts, factures, investissements. Grant, mon conseiller financier, a établi un plan pour les 5, 10, 20 prochaines années. J'écoutais, je prenais des notes, je posais des questions. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de contrôler non seulement le présent, mais aussi l'avenir. J'ai acheté des meubles, pas des meubles bon marché, en solde, mais ceux qui me plaisaient vraiment. Un canapé gris clair, moelleux et confortable, une table à manger en bois massif, un lit à tête de lit haute, un tapis dans le salon qui ne nécessitait pas d'être nettoyé tous les jours, mais qui était simplement beau. J'ai engagé des artisans pour faire des travaux de rénovation, ils ont peint les murs dans des tons chauds, remplacé les anciens luminaires et réparé le robinet de la cuisine. Grand-mère Joy venait presque tous les jours. Elle apportait son café, s'asseyait à la table de la cuisine et me regardait déballer les cartons ou choisir la couleur des rideaux. Parfois, elle m'aidait, elle tenait l'échelle quand j'accrochais un tableau ou me conseillait sur l'emplacement idéal d'une armoire. Mais le plus souvent, elle était simplement là et me racontait des histoires. Elle me parlait de mon grand-père dont je me souvenais à peine, car il était décédé quand j'avais 5 ans, de son amour pour le bricolage dans le garage, de la façon dont il fabriquait des meubles de ses propres mains, de la façon dont il lui apportait des fleurs tous les vendredis, de la façon dont maman avait grandi, capricieuse, une petite fille qui voulait toujours plus que ce qu'elle avait, de la façon dont papa essayait d'équilibrer maman en m'accordant plus d'attention, car il voyait qu'elle donnait tout son amour à Darren. Ton père était un homme bon, m'a dit Joy un jour alors que nous buvions le thé sur la terrasse. Il t'aimait plus que tout au monde. Après sa mort, Beverly a même cessé d'essayer de cacher sa préférence. Darren était devenu tout pour elle. Et toi, tu étais devenu un rappel gênant de l'homme qu'elle avait perdu. Je suis restée silencieuse. Je le savais, mais l'entendre de la bouche de ma grand-mère était différent. Je ne dis pas qu'elle est une mauvaise mère, a ajouté Joy, mais il est plus facile pour elle d'aimer quelqu'un qui ne demande rien, qui se contente de prendre. Darren a toujours pris, et toi tu donnais. Et elle s'y est habituée. J'ai acquiescé, c'était vrai. Un soir, alors que je préparais le dîner, quelqu'un a frappé à la porte. J'ai regardé par le Judas, c'était Cole, mon cœur s'est serré, j'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invité à entrer. Bonsoir, a-t-il dit, il avait l'air fatigué. Bonsoir, on peut parler? Je suis sortie sur le porche en fermant la porte derrière moi. Comment m'as-tu trouvé? Il a souri d'un air coupable. L'application sur ton téléphone, celui que j'ai installé quand tu as perdu ta voiture dans le parking du centre commercial. Tu te souviens? Tu m'avais donné la permission de te localiser pour pouvoir t'aider si tu te perdais à nouveau. Je m'en suis souvenu, c'était il y a 2 ans. J'avais complètement oublié cette application. Mathilde, que s'est-il passé? Il me regardait calmement, sans colère. Je pensais que tout allait bien entre nous. Pourquoi es-tu parti? Pourquoi ne m'as-tu pas parlé? Je le regardais et je voyais ce que j'avais vu ces derniers mois. Un homme qui vit dans son propre monde où tout tourne autour de lui. Il ne me voyait pas, il ne m'avait jamais vu. Cole, je t'ai dit que j'avais été licenciée, que j'avais besoin d'argent pour payer le loyer. Qu'as-tu fait?
Il fronça les sourcils. J'ai dit que tout irait bien, que tu trouverais un travail. Tu m'as demandé 40 $ pour aller pêcher. Il se tut, puis il a hoché lentement la tête. Oui, je n'ai pas réfléchi. Je suis désolée. Mais j'avais prévu de commencer à payer l'appartement le mois prochain. J'avais vraiment prévu. C'est juste que tout a été reporté. 8 mois, Cole. Tu as reporté pendant 8 mois. Il a baissé les yeux. Je sais, mais on aurait pu en parler, on aurait pu trouver une solution. Je secouais la tête. Je ne t'aime plus, Cole, je ne t'aime plus depuis longtemps. Peut-être que je ne t'ai jamais vraiment aimé. Tu es pratique, calme, tu ne demandes rien, mais je veux plus, je veux quelqu'un qui me voit tel que je suis, la vraie moi, et pas seulement un appartement pratique en ville. Il resta silencieux, puis il soupira. Je comprends, je suis désolée, vraiment. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Je te souhaite beaucoup de bonheur et au revoir sans doute. Il s'est retourné et est parti. Je l'ai regardé monter dans son pick-up et s'éloigner. J'ai ressenti un soulagement et un peu de tristesse. Quelques jours plus tard, Sheila a commencé à m'écrire plus souvent. Au début, c'était des messages neutres. Salut, comment ça va? Puis de plus en plus souvent, tu as trouvé un travail? Où habites-tu maintenant? Pourquoi es-tu si froide? Je répondais brièvement ou je ne répondais pas du tout. Un jour, elle m'a téléphoné. Mathilda, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es bizarre, tu nous évites. Que se passe-t-il? Sheila, vous m'avez tous abandonné quand j'ai demandé de l'aide. Qu'est-ce que tu attends? Que je fasse comme si de rien n'était? On ne t'a pas abandonné. On ne pouvait tout simplement pas t'aider à ce moment-là. Mais vous auriez pu me proposer de vivre dans le sous-sol, de vous servir et de payer pour ça. Elle s'est tue. C'était de l'aide. Non, Sheila, c'était de l'exploitation. J'ai raccroché. Le lendemain, grand-mère Joy est venue me voir très agitée. Beverly a appelé, m'a-t-elle dit en s'asseyant à table. Elle a exigé que je te parle. Elle a dit que j'avais de l'influence sur toi et que je devais te convaincre de te rapprocher de ta famille. Qu'est-ce que tu as répondu? Que tu es une fille adulte et intelligente, que si tu ne veux pas communiquer avec elle, c'est sûrement pour une bonne raison, qu'elle devrait réfléchir à son comportement plutôt qu'au tien. J'ai souri amèrement. Elle s'est mise en colère. Elle m'a accusé de te monter contre elle. J'ai répondu que cela faisait 30 ans que je la voyais t'ignorer au profit de Darren, que ce n'était pas moi qui te montais contre elle, mais qu'elle le faisait elle-même, encore et encore. Comment a-t-elle réagi? Elle a raccroché. Nous sommes restés assises en silence, je lui tenais la main. Merci, grand-mère. De rien, ma chérie. 2 jours plus tard, Darren a frappé à la porte. J'étais à la maison, mais je n'ai pas ouvert. Je l'ai regardé par la fenêtre, debout sur le porche, sonnant et frappant, puis il est parti. Mais le lendemain, grand-mère Joy m'a dit qu'il était venu la voir. Il a essayé de me convaincre de te parler, de savoir ce qui se passait, mais je lui ai dit qu'il devait attendre et te laisser du temps. Il s'est fâché, beaucoup, il a l'habitude que tout se passe comme il le veut. Une semaine plus tard, je rentrais chez moi après avoir fait des courses et j'ai remarqué dans le rétroviseur une voiture familière. C'était Darren, il me suivait, j'ai fait quelques détours, il me suivait toujours. Je me suis garée près d'un café, je suis entrée et je me suis assise près de la fenêtre. Il s'est arrêté en face, a sorti son téléphone et a pris des photos. Ma maison, ma voiture, moi, j'ai appelé grand-mère Joy. Darren me suit, il a toujours été comme ça, a-t-elle répondu calmement. Si quelque chose ne lui obéit pas, il essaie de le contrôler. Sois prudente, Mathilde. Je suis restée assise dans le café pendant encore une demi-heure. Darren n'était toujours pas parti. Je suis sortie par la porte de derrière, j'ai fait le tour du quartier, je suis montée dans ma voiture et j'ai pris un autre chemin. Il n'a pas eu le temps de me suivre. Ce soir-là, j'ai compris qu'il fallait agir. Ils ne lâcheraient pas prise, ils allaient fouiller, chercher, faire pression, jusqu'à ce qu'ils découvrent la vérité. Et quand ils la découvriront, ils commenceront à exiger. Je devais en finir moi-même à mes conditions. Je suis rentrée chez moi, je me suis garée devant l'entrée et je l'ai vue. Maman, Beverly était assise sur les marches de mon porche, les bras croisés sur la poitrine, le visage impassible, le regard froid. Il faut qu'on parle, m'a-t-elle dit quand je me suis approchée. Je l'ai regardée et j'ai compris, c'était parti. J'ai ouvert la porte et lui ai fait signe d'entrer. Elle est passée devant moi, observant le salon, les meubles, le tapis, les tableaux au mur. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais je voyais qu'elle enregistrait tout, mémorisait, calculait la valeur de chaque objet. C'est une belle maison, dit-elle en s'asseyant sur le canapé, sans y être invitée. Elle n'a pas dû coûter cher. 300 000, 400 000. Je m'assis en face d'elle dans un fauteuil, j'attendais. Mathilde, tu as monté grand-mère contre moi. Commença-t-elle brusquement, sans marquer de pause. Elle ne m'avait jamais parlé comme ça, jamais. En 57 ans, elle ne s'était jamais permis un tel ton. Tu divises la famille, tu agis de manière égoïste, tu te caches de nous, tu ignores nos appels. Que t'est-il arrivé? Je me suis tue, je l'ai regardée et j'ai attendu qu'elle finisse. Maman faisait toujours ça, elle parlait, parlait, parlait jusqu'à ce qu'elle ait épuisé toutes ses accusations, puis elle attendait que je commence à me justifier. Je suis ta mère, je t'ai mise au monde, je t'ai élevée, nourrie, habillée, je veillais sur toi la nuit quand tu étais malade. Et maintenant, tu me traites comme si j'étais une étrangère, comme si je te devais quelque chose, après tout ce que j'ai fait pour toi. Elle a continué à parler pendant quelques minutes.
De mon ingratitude, mais de ma froideur, de la façon dont j'avais changé depuis que je m'étais associée à de mauvaises personnes. Je ne lui ai pas demandé à qui elle faisait référence. J'écoutais sans rien ressentir. Quand elle s'est enfin tue, après avoir repris son souffle, j'ai demandé calmement: Maman, pourquoi es-tu vraiment ici? Elle allait été déconcertée pendant un instant. Ses yeux ont papillonné, puis elle s'est redressée, a relevé le menton, comme si elle se préparait au combat. Darren l'a appris. Tu as acheté une maison en espèces, 390 000 $ en espèces, Mathilde. Tu as de l'argent. D'où vient-il? Et ne me dis pas que c'est un prêt ou un crédit, car je ne suis pas idiote. Si c'est vrai, tu dois aider ta famille. La famille est sacrée, les liens du sang sont la chose la plus importante dans la vie. Je la regardais, son visage empreint d'une juste indignation, ses mains crispées sur ses genoux, ses yeux qui reflétaient la certitude qu'elle avait pleinement droit à mon argent. D'accord, dis-je calmement, rassemble tout le monde, Darren, Sheila, toi-même, venez demain à 3 heures de l'après-midi, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Elle fut surprise, ses yeux s'écarquillèrent, mais sa bouche s'entr'ouvrit. Elle s'attendait sans doute à ce que je refuse, que je me justifie, que je mente, que je reste silencieuse. Sérieusement, vous allez vraiment tout dire? Oui, mais toutes ensemble. Je ne vais pas répéter plusieurs fois la même chose à chacun d'entre vous séparément. Une seule fois, tous ensemble, et c'est tout. Elle se leva, me regardant toujours avec méfiance, comme si je venais de lui proposer quelque chose d'incroyable. D'accord, demain à 3 heures. Je vais le dire à Darren et à Sheila. Elle se dirigea vers la porte puis se retourna. Mathilde, quoi qu'il arrive, souviens-toi que nous sommes une famille. Quoi qu'il arrive, cela ne changera pas. Je n'ai rien répondu. Elle a attendu quelques secondes, puis elle est sortie. Je suis restée assise dans mon fauteuil longtemps après qu'elle ait fermé la porte derrière elle. Je regardais le plafond, j'écoutais le silence de la maison, puis j'ai appelé grand-mère Joy. Ils arriveront demain, je leur raconterai tout. Tu es sûre d'être prête? Oui, il est temps d'en finir. Je ne peux pas continuer comme ça. Elle a marqué une pause. Je serai avec toi si tu veux. Merci grand-mère, je le veux. Le lendemain, je me suis réveillée tôt, même si je n'avais presque pas dormi. J'ai rangé la maison, même si elle était déjà propre. J'ai fait du café, j'en ai bu 2 tasses, sentant la caféine stimuler mon sang, mais sans dissiper mon anxiété. Je me suis assise sur la terrasse et j'ai regardé le jardin, essayant de rassembler mes pensées, de trouver les mots justes. Grand-mère Joy est arrivée à 2 heures. Elle a apporté une tarte aux pommes, sa recette signature que j'aimais depuis mon enfance. Elle l'a posée dans la cuisine, puis s'est assise dans un fauteuil du salon, a croisé les mains sur ses genoux et m'a regardée. Comment te sens-tu? Je ne sais pas, je me sens vide, comme avant un examen dont dépend toute ma vie. Elle a hoché la tête. Ben, c'est normal, nous sommes tous nerveux avant les événements importants. Je sais, j'ai peur de dire quelque chose de mal, de m'énerver ou qu'il me convainque que j'ai tort. Tu n'as pas tort, Mathilde, garde ça à l'esprit, quoi qu'ils disent, ben, tu n'as pas tort. À 3 heures, la voiture de Darren est arrivée. Une Chevrolet argentée neuve qu'il avait, selon lui, achetée à crédit. Ils sont tous sortis, maman dans une robe bleu foncé, Darren en jeans et chemise, Sheila dans un chemisier blanc moulant qui soulignait son ventre de femme enceinte. J'ai ouvert la porte et les ai invités à entrer. Ils sont entrés en regardant autour d'eux. Sheila a chuchoté quelque chose à Darren, il a hoché la tête. Asseyez-vous, ai-je dit en leur montrant le canapé. Ils se sont assis. Darren au milieu, maman à droite, Sheila à gauche. Ils ont remarqué grand-mère Joy dans le fauteuil près de la fenêtre. Ma mère lui a jeté un rapide coup d'œil, a serré les lèvres, mais n'a rien dit. Je me suis assise en face d'eux dans un fauteuil. J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment. J'ai gagné à la loterie. Ai-je commencé calmement en les regardant dans les yeux? C'est arrivé il y a 3 mois. Le billet chanceux de papa avait enfin fonctionné. Silence, un silence absolu, assourdissant. Darren me regardait bouche bée, comme si je venais de lui dire que je venais de Mars. Sheila se pencha en avant, les mains sur le ventre, comme si elle n'avait pas entendu. Maman cligna des yeux rapidement, ses yeux s'écarquillèrent, son visage pâlit. Quoi? Dit Sheila la première. Combien? 16 millions de dollars. C'est une blague, dit Darren. Tu plaisantes? Non, je ne plaisante pas. Maman porta la main à son cœur, comme si elle se sentait mal. Mathilde, pourquoi tu ne nous as rien dit? Pourquoi tu nous l'as caché? Je fis une pause. Je m'étais préparée très soigneusement pour cette partie. Quand j'ai appris que j'avais gagné, j'ai décidé de tester les gens autour de moi. Je voulais savoir qui était vraiment à mes côtés et qui était là pour des raisons pratiques ou par intérêt. J'ai donc dit à tout le monde que j'avais été licenciée, que j'avais des problèmes d'argent et que j'avais besoin d'aide. J'ai demandé à emprunter de l'argent au moins pour payer le loyer de mon appartement. Le visage de Darren a changé, il a compris. Maman aussi, ses joues ont rougi. Maman, tu as dit que tu ne pouvais pas m'aider parce que ta pension était petite et que Darren avait besoin d'argent pour rénover la cuisine. Darren, tu as dit que tu venais de contracter un crédit pour acheter une nouvelle voiture à Sheila et tu m'as conseillé de me serrer la ceinture. Sheila, tu m'as crié dessus en arrière-plan pour que je cherche un travail normal au lieu de rester à la caisse. Sheila détourna le regard. Darren serra les poings. La seule personne qui m'a aidée était grand-mère Joy. Elle m'a apporté 300 $, toutes ses économies avant sa retraite. Bon, c'était tout ce qu'il lui restait. La grand-mère était assise en silence, les mains jointes sur les genoux, observant la scène. Je n'avais pas besoin de cet argent, je le lui ai rendu le lendemain et j'ai ajouté 5 000 $ en guise de remerciement. Mais le fait lui-même est éloquent, n'est-ce pas? Une personne qui avait du mal à joindre les deux bouts m'a donné le peu qu'elle avait. Et vous, rien. C'est injuste, s'écria Sheila. Vous ne pouvez pas nous juger ainsi, nous ne savions pas que c'était si grave. Et vous avez demandé. Je la regardais.
L'un d'entre vous m'a-t-il demandé si j'allais vraiment mal, si tout allait bien? Quelqu'un a-t-il proposé de venir me voir, de discuter, de m'apporter un soutien moral au moins? Silence. Sheila, ai-je poursuivi, tu m'as proposé de vivre dans votre cave, mais pas gratuitement. Je devais nettoyer toute la maison 3 fois par semaine, préparer les déjeuners et les dîners, garder les enfants quand vous en aviez besoin et payer la moitié des factures. Et si je n'arrivais pas à tout faire à temps ou si je faisais quelque chose de mal, je devais payer 300 $ de loyer par mois pour un sous-sol sans fenêtre. Darren a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais j'ai levé la main. Ce n'était pas de l'aide, Sheila, c'était de l'exploitation. Tu voulais une femme de ménage et une nounou gratuite, qui te paierait en plus pour avoir le privilège de vivre dans ton sous-sol. Sheila a rougi mais n'a rien dit. Maman, dis-je en me tournant vers Beverly, tu as choisi de rénover la cuisine de Darren plutôt que de m'aider. Comme tu l'as toujours fait toute ma vie, Darren a toujours été plus important. Ses besoins ont toujours été prioritaires. Ce n'est pas vrai, s'écria ma mère en se levant d'un bond. Je vous aime toutes les deux de la même façon. Joy prit soudain la parole d'une voix ferme et froide. Beverly ne ment pas. Tu as toujours su que tu préférais Darren, tu te moquais de l'effet que cela avait sur Mathilda, et tu sais toi-même que c'est mal. Ma mère se tourna brusquement vers elle. Maman, ne t'en mêle pas, ce ne sont pas tes affaires. Joy se leva lentement de son fauteuil. Elle était une femme de petite taille, mais à ce moment-là, elle semblait immense, pleine de force et de juste colère. Je m'en mêlerai tant que tu traiteras ma petite fille comme si elle ne valait rien. Mathilde est aussi ton enfant, Beverly, et elle aussi mérite amour, attention et soutien, pas seulement Darren. Elle a toujours été ta préférée, s'écria Beverly, la voix brisée. Tu as toujours été de son côté, parce que personne d'autre ne l'était, répondit Joy simplement. Après la mort de son père, tu as même cessé d'essayer de cacher ta préférence. Darren recevait tout, Mathilde les miettes. Ce n'est pas vrai. Non, c'est vrai, maman, intervint soudain Darren. Sa voix était douce. Tout le monde le regarda, il fixait le sol, le visage rouge. Je l'ai toujours su, c'est juste que je ne voulais pas y penser. C'était plus facile de faire comme si tout était juste. Maman le regardait comme s'il l'avait frappé. Darren, il m'a regardé. Mathilde, si j'avais su pour l'argent, si j'avais su que tu avais gagné, je t'aurais aidé. Bien sûr que je t'aurais aidé, je le regardais, son visage sincère, dans ses yeux remplis de regrets et de remords, ou du moins ce qu'il prétendait être du regret et du remords. C'est justement ça, Darren, tu aurais aidé ta sœur riche, une sœur avec 16 millions, mais tu n'as pas aidé ta sœur pauvre qui avait vraiment besoin d'aide. Tu ne m'as même pas demandé comment j'allais. Tu as simplement raccroché et tu as oublié. Il détourna le regard, Sheila se pencha en avant, la voix aiguë. Très bien, nous avions tort, nous le reconnaissons. Mais cela ne justifie pas ce que tu as fait. Tu nous as manipulés, tu as délibérément créé une fausse situation pour nous tester. C'est sournois, c'est malhonnête. Et qu'est-ce qui est honnête, Sheila demandai-je calmement, proposer à une personne sans emploi de vivre dans un sous-sol en échange d'un travail de femme de ménage? C'est honnête. Elle serra les lèvres et resta silencieuse. Darren reprit la parole, sans le charme d'avant, d'une voix ferme et exigeante. Écoute, Mathilde, nous avons compris. Nous avions tort. Mais maintenant, nous avons vraiment des problèmes. Maman a des problèmes de santé. Elle a besoin d'argent pour se soigner, pour passer des examens, peut-être pour se faire opérer. Les médecins disent que c'est grave. Sheila est enceinte. Nous devons agrandir la maison, construire une nouvelle chambre, acheter des affaires pour le bébé. Tu dois nous aider. Nous sommes une famille. Je l'ai regardé longuement. Puis j'ai regardé ma mère qui acquiesçait. Puis j'ai regardé Sheila qui avait posé ses mains sur son ventre, comme pour protéger l'enfant de mon éventuel refus. J'ai pris une profonde inspiration. Je vais vous aider, ai-je dit calmement. Le visage de Darren s'est illuminé. Ma mère a poussé un soupir de soulagement. Sheila s'est redressée. Mais pas comme vous le souhaitez, le sourire de Darren s'est figé. Maman, je paierai tous tes soins médicaux, les examens, les analyses, l'opération si nécessaire, la rééducation, tout. Mais directement à l'hôpital et à la clinique. Pas d'argent liquide. Je parlerai moi-même au médecin, je paierai moi-même les factures. Tu recevras les meilleurs soins, mais tu ne recevras pas d'argent. Maman me regardait sans comprendre. Quoi? Mais pourquoi est-ce si compliqué? Parce que je veux être sûre que l'argent servira uniquement aux soins et pas à autre chose. Elle s'est détournée, vexée. Darren, Sheila, ai-je poursuivi, je vais vous aider à acheter le nécessaire pour l'enfant, mais par l'intermédiaire d'un avocat, il créera un fonds fiduciaire au nom de l'enfant. L'argent servira à acheter une chambre d'enfant, un lit, des vêtements, une poussette, un siège auto, tout ce qui est nécessaire. Avec un plan de dépenses précis, sans excès. Pas d'argent pour rénover toute la maison, acheter de nouveaux meubles pour vous, une nouvelle voiture ou des produits de luxe. Seulement ce dont l'enfant a vraiment besoin. Sheila s'est écriée: c'est injuste, vous voulez nous contrôler, nous sommes des adultes, nous savons nous-mêmes ce dont nous avons besoin, je l'ai regardé. Non, Sheila, je ne veux pas vous contrôler, je veux vous aider honnêtement. Si vous avez besoin d'une aide réelle pour des besoins réels, vous l'aurez toujours. Mais si vous avez besoin de mon argent pour des luxes, pour des choses dont vous pouvez facilement vous passer, vous ne l'aurez pas. Tout comme personne ne m'a aidé. Tu te venges de nous, dit Sheila froidement. C'est une vengeance. Non, ce sont des limites. Je ne vous refuse pas mon aide, je vous refuse le droit de m'utiliser pour vivre dans le luxe avec mon argent. Nous sommes une famille et je vous aiderai même si vous m'avez abandonné à l'époque, mais seulement le strict nécessaire, et rien de plus. Darren resta silencieux, il me regardait et je voyais les pensées se bousculer dans sa tête tandis qu'il pesait le pour et le contre. Et tout se résumait à une seule chose, soit accepter mes conditions, soit rien.
Et si nous avons vraiment besoin d'autre chose, demanda-t-il finalement, si un autre problème survient, nous en discuterons. Je ne dis pas jamais, je dis pas maintenant et pas comme ça. S'il y a un réel besoin, j'examinerai la question, mais c'est moi qui prends les décisions, pas vous. Il acquiesça lentement. D'accord, j'accepte vos conditions. Maman sanglota. Mathilde, pourquoi es-tu si cruelle? Je suis ta mère. Et je suis ta fille, maman, mais tu ne t'en es souvenu que lorsque tu as appris pour l'argent. Joy s'approcha de moi et posa sa main sur mon épaule. Beverly regardait sa mère avec douleur et ressentiment. Tu as toujours été de son côté, toujours. Parce qu'elle avait besoin de quelqu'un à ses côtés, Beverly. Et toi, tu as toujours eu Darren. Ils restèrent assis quelques minutes dans un silence pesant, puis Darren se leva. Nous allons y aller, merci pour ton aide, même dans ces conditions. Sheila se leva sans me regarder. Maman fut la dernière à se lever, essuyant ses yeux avec une serviette. Près de la porte, Darren se retourna. Mathilde, je suis vraiment désolée. Pour mon comportement, pour tout, j'acquiesçais. Ils partirent. La porte se referma. Je restai debout au milieu du salon, sentant mes jambes trembler. Grand-mère Joy m'a prise dans ses bras. Tu es formidable, tu es très forte. Nous sommes restés ainsi longtemps, puis je me suis assise sur le canapé, les bras autour de moi. Ai-je bien fait? Oui, a-t-elle répondu sans hésiter. Le soir, après le départ de ma grand-mère, je me suis assise sur la terrasse avec une tasse de thé. Je regardais le ciel étoilé et repensais à ce qui venait de se passer. Je ressentais un vide, mais aussi un soulagement. J'avais fait ce que je devais faire. J'avais établi des règles. J'avais montré que je ne laisserais plus personne me marcher dessus. Mon téléphone a vibré. Un message de Sheila. Tu te crois meilleur que tout le monde maintenant, l'argent t'a corrompu, ton père serait déçu de toi. J'ai regardé l'écran, mon père, elle ne le connaissait pas, elle ne l'avait jamais rencontré, mais elle utilisait son souvenir pour me blesser. J'ai supprimé le message, j'ai bloqué Sheila, j'ai posé mon téléphone, puis un autre message est arrivé, de Darren. Désolée pour Sheila, elle est bouleversée. Merci pour ton aide, vraiment. Je l'ai lu, je n'ai pas répondu. J'ai posé mon téléphone, écran vers le bas, assise sur la terrasse, je regardais les étoiles et je me demandais, et maintenant, que va-t-il se passer? Je ne connaissais pas la réponse, mais pour la première fois depuis de nombreuses années, je n'avais pas peur de ne pas savoir. 1 an et 5 mois ont passé étonnamment vite. Parfois, je me réveillais le matin et je n'arrivais pas à croire combien de temps s'était écoulé depuis le jour où j'étais assise sur le sol de mon petit appartement et où je regardais mon billet de loterie. Cela semblait être dans une autre vie, avec une autre personne. J'ai payé les soins de ma mère comme je l'avais promis. Il s'est avéré que ses problèmes de santé étaient réels, une maladie chronique des articulations qui progressait depuis des années. Elle ne mettait pas sa vie en danger, mais lui causait une douleur constante et limitait ses mouvements. L'opération ne lui a pas sauvé la vie, mais l'a considérablement soulagée. Désormais, elle pouvait marcher sans douleur, porter ses petits-enfants, vaquer à ses occupations quotidiennes sans inconfort permanent. Elle m'appelait toutes les 2 ou 3 semaines, elle me racontait ses activités et me demandait des nouvelles des miennes. Mais à chaque conversation, je percevais une tension, une attente inexprimée. Elle voulait plus, pas seulement communiquer, elle voulait que je redevienne cette Mathilde qui aidait toujours, donnait toujours, était toujours disponible. Mais je ne voulais pas et je ne donnais pas. Un jour, elle m'a invitée à déjeuner, je suis venue, j'ai apporté des fleurs, je me suis assise à table. Elle avait préparé mes plats préférés, poulet rôti, purée de pommes de terre, salade de tomates. Nous avons mangé, parlé de choses et d'autres. Puis elle s'est penchée par-dessus la table et m'a dit: Mathilde, je veux que nous soyons plus proches. Comme avant, j'ai posé ma fourchette. Maman, nous n'étions pas proches avant. Avant, je donnais et tu prenais. Ce n'est pas de la proximité, c'est une habitude. Elle a reculé comme si je l'avais frappée. Nous avons continué à parler, mais nous ne sommes plus revenus sur ce sujet ce soir-là. Mais je savais qu'elle n'avait pas compris. Elle voulait un pardon rapide, un retour immédiat à la normale. Mais la normale n'existait plus. 1 mois plus tard, j'ai remarqué que ma mère recommençait à faire allusion à l'argent. D'abord délicatement, tu sais, le réfrigérateur est en panne, mais je ne veux pas te déranger. Puis plus directement, c'est l'anniversaire de Darren, j'aimerais lui offrir quelque chose de beau, mais ma pension est modeste. À chaque fois, je répondais la même chose. Maman, je t'aide quand c'est vraiment nécessaire. Le réfrigérateur, c'est vraiment nécessaire. Un cadeau coûteux pour Darren, non. Elle s'offusquait, mais acceptait. Je comprenais qu'elle s'intéressait plus à l'argent qu'à moi. Peut-être avait-il toujours été ainsi, peut-être que je m'en rendais compte seulement maintenant. Je n'étais pas froide avec elle, mais je ne m'ouvrais plus comme avant. Je gardais mes distances, je me protégeais. Darren et Sheila ont eu une petite fille au milieu de l'été, ils l'ont appelée Daisy. Darren m'a appelé 1 semaine après la naissance, la voix fatiguée mais heureuse. Mathilde, nous voulons t'inviter au baptême. Dans 1 mois, nous serions ravis que tu viennes. J'ai réfléchi un moment, puis j'ai répondu: je viendrai. Le baptême a eu lieu dans une petite église à la périphérie de la ville. Je suis arrivée vêtue d'une simple robe bleu foncé avec un cadeau, un ensemble pratique de vêtements pour bébé, des couvertures chaudes et quelques jouets. Rien de cher, rien d'ostentatoire. Tout le monde était là, ma mère, les amis de Darren, les collègues de Sheila, la famille de Sheila. Je reste à l'écart, je salue poliment, je souris quand il le faut. Grand-mère Joy est à mes côtés, elle me tient la main de temps en temps, comme pour me rappeler que je ne suis pas seule.
Pendant la cérémonie, je regarde la petite Émilie, rose, avec ses boucles blondes et ses grands yeux. Elle crie quand le prêtre verse de l'eau sur sa tête, puis se calme dans les bras de Sheila. Quelque chose se serre dans ma poitrine. Elle est innocente. Elle n'est pas responsable de ce que font les adultes autour d'elle. Après la cérémonie, il y a un banquet au restaurant. Je m'assois à table avec grand-mère Joy, nous mangeons, nous parlons de choses et d'autres. Darren s'approche de moi vers la fin de la soirée. Il tient Émilie dans ses bras, la petite fille dort, le visage paisible. Merci d'être venu, dit-il doucement. Je sais que ça n'a pas été facile. Je hoche la tête. Elle est magnifique. Oui, elle change tout. Tu sais, quand tu regardes ton enfant, tu comprends que tout le reste n'a pas d'importance. Il me regarde et je vois quelque chose dans ses yeux, de la sincérité ou encore une manipulation. Je comprends pourquoi tu as fait ça, dit-il. Avec l'argent, avec les conditions, je regrette le passé. Je le regrette vraiment, je le regarde longuement, j'essaie de comprendre s'il dit la vérité ou s'il s'agit d'une nouvelle tentative pour se rapprocher afin d'obtenir plus. Le temps nous le dira, dis-je enfin. Il hoche la tête, comprenant. Il retourne vers les invités. Je le regarde s'éloigner et je me dis, peut-être a-t-il changé, ou peut-être a-t-il simplement appris à mieux jouer la comédie. Je ne me fie plus à ma première impression, les gens montrent ce qu'ils veulent font te montrer, et j'ai appris à regarder plus loin. Sheila ne m'approche pas de toute la soirée, elle me fait un signe de tête poli de loin, sourit lorsque nos regards se croisent, mais rien de plus. Je comprends qu'elle est toujours vexée, elle n'a pas accepté mes conditions. Mais elle est obligée de s'y conformer car elle n'a pas le choix. Nos relations sont courtoises mais sans chaleur. Et honnêtement, cela me convient. Je garde la majeure partie de mon argent à la banque. J'investis de manière intelligente et conservatrice. Grant, mon conseiller financier, dit qu'avec de tels investissements, je peux vivre de mes intérêts toute ma vie sans toucher au capital. C'est un sentiment étrange de savoir que je peux ne plus travailler un seul jour jusqu'à la fin de ma vie. Que je peux faire tout ce que je veux. Mais je ne fais rien d'extravagant. Je n'achète pas de yacht. Je ne prends pas l'avion en première classe pour aller en Europe tous les mois. Je vis simplement. Dans ma maison, avec ma grand-mère Joy, avec des livres et un jardin, dans le calme et la tranquillité. Après le léger AVC de ma grand-mère Joy l'hiver dernier, je lui ai proposé de venir vivre chez moi. Elle a d'abord refusé, disant qu'elle ne voulait pas être un fardeau. Je lui ai dit la vérité, elle n'a jamais été un fardeau. Elle était la seule à avoir toujours été là. Nous avons acheté ensemble une maison plus grande, à 3 étages, avec des chambres séparées. J'ai au deuxième étage une grande cuisine, une terrasse et un jardin. Ma grand-mère a sa propre chambre, son propre espace, mais nous passons la plupart de notre temps ensemble. Nous cuisinons, regardons de vieux films, nous asseyons sur la terrasse et parlons de la vie. Elle me raconte des histoires sur mon grand-père, sur leur amour, sur les erreurs qu'ils ont commises, sur l'importance de savoir pardonner, mais surtout de savoir fixer des limites. Que l'amour sans respect n'est pas de l'amour, mais de la dépendance. Parfois, nous voyageons. Rien d'extraordinaire. Des week-ends dans les États voisins, de petites stations balnéaires, des villes historiques. Ma grand-mère dit qu'elle n'aurait jamais pensé voir autant de nouvelles choses à son âge. Nous sommes allés à la Nouvelle-Orléans où nous avons écouté du jazz et mangé du jambalaya. Dans les montagnes du Tennessee où nous avons parcouru des sentiers faciles et respiré l'air frais. Sur la côte de Caroline où nous avons ramassé des coquillages et contemplé l'océan. Un jour, alors que nous revenions d'un autre voyage, ma grand-mère m'a dit: Tu sais Mathilde, j'ai beaucoup pensé à ton grand-père ces derniers temps, à ce qu'il a dit avant de mourir. Quoi donc? Il a dit: Joy, l'important dans la vie, ce n'est pas ce que tu possèdes. L'important, c'est avec qui tu le partages. C'est à propos de la vie, à propos des moments, à propos des gens qui t'entourent. Elle m'a regardée. Tu as bien fait de t'éloigner de ceux qui ne t'apprécient pas, mais tu as aussi bien fait de ne pas devenir méchante, de rester ouverte à ceux qui t'aiment vraiment. C'est un don rare que de savoir faire la différence. Je lui ai pris la main et l'ai serrée. Merci grand-mère, pour tout, pour avoir toujours été là, pour m'avoir montré ce qu'est une vraie famille. Elle a souri, les yeux remplis de larmes. C'est moi qui dois te remercier, pour être là. Un jour, j'ai rencontré ma mère au supermarché. C'était par hasard, j'achetais des provisions, poussant mon chariot entre les rayons, quand je l'ai vue près du rayon boulangerie. Elle avait meilleure mine que l'année dernière. L'opération avait vraiment aidé. Elle se déplaçait plus facilement, sans cette expression douloureuse sur le visage que j'avais l'habitude de voir. Nos regards se sont croisés, elle s'est figée, puis a souri timidement. Je me suis approchée. Bonjour maman. Mathilde, comment vas-tu? Bien, et toi? Bien aussi, mes genoux ne me font presque plus mal maintenant. Je peux aller au parc, jouer avec mes petits-enfants. Je me sens 20 ans plus jeune. Nous sommes restées silencieuses pendant quelques secondes. Puis elle a dit doucement: Merci de m'avoir aidé à me soigner. Je sais que je n'ai pas toujours été une bonne mère. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs avec toi. Je la regardais, son visage vieilli, ridé, mais sincère à cet instant. Je sais, maman, elle a hoché la tête, ses yeux ont brillé. Je n'attends pas ton pardon, je veux juste que tu le saches. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai dit: Maman, je ne sais pas si je peux te pardonner, peut-être un jour, mais pour l'instant, je peux être honnête avec toi et c'est déjà quelque chose. C'est plus que je ne mérite. Nous nous sommes dit au revoir et nous sommes partis chacune vers nos rayons respectifs. En me dirigeant vers la caisse, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à un soulagement. Nous ne sommes pas devenus proches, mais nous avons dit la vérité et c'était important. Je ne pensais presque plus à Cole.
Un jour, grand-mère Joy m'a dit qu'elle avait entendu dire par des voisins qu'ils s'étaient mariés. Une jeune fille qui travaillait comme infirmière, ils s'étaient rencontrés à l'hôpital quand ils s'étaient cassé le bras au travail. J'étais contente de l'apprendre, sincèrement. Il méritait d'être heureux, même si nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Peut-être qu'avec elle, il apprendrait à voir les gens autour de lui, les remarquer, prendre soin d'eux. La vie avait trouvé un rythme tranquille. Je ne travaillais pas, mais je ne m'ennuyais pas. Je lisais beaucoup, des romans historiques, des mémoires, des classiques que j'avais mis de côté pendant des années. Je me suis mise au jardinage. Je cultivais des légumes, des fleurs, des herbes aromatiques. Il s'est avéré que j'aimais fouiller la terre, observer comment quelque chose poussait à partir d'une petite graine. Je faisais du yoga 3 fois par semaine, je faisais du bénévolat dans un refuge pour animaux le samedi. Je promenais les chiens, nourrissais les chats, aidais à nettoyer. L'argent était à la banque, rapportait des intérêts, mais je n'y pensais presque jamais. Ils étaient là comme un filet de sécurité, comme une garantie que je pourrais toujours prendre soin de moi et de ma grand-mère. Mais ils ne déterminaient pas ma vie. Ils ne me rendaient ni plus heureuse ni plus triste, ils étaient simplement là. Un soir, alors que ma grand-mère et moi étions assises sur la terrasse et regardions le coucher du soleil, mon amie bénévole, Lorraine, m'a appelée. Elle m'a demandé si je voulais adopter un chien du refuge, un vieux labrador nommé Charlie, que personne ne voulait à cause de son âge. Il avait 12 ans, il était calme, gentil, mais les gens voulaient des chiots. J'ai regardé ma grand-mère, elle a souri. La maison est trop calme, un chien c'est bien. Le lendemain, j'ai ramené Charlie à la maison. Il était grand, grisonnant au niveau du museau, avec des yeux bruns chaleureux. Les premiers jours, il me suivait partout dans la maison, comme s'il ne croyait pas que c'était pour toujours. Puis il s'est détendu, a trouvé son endroit préféré sur la terrasse, où il restait allongé pendant des heures à regarder le jardin. Grand-mère Joy l'adorait, elle le nourrissait à table, même si je lui avais demandé de ne pas le faire. Elle lui parlait comme s'il comprenait chaque mot. Peut-être comprenait-il vraiment. Les chiens sont plus intelligents que nous le pensons. Un jour, j'étais assise dans le jardin, Charlie était couché à mes pieds et j'ai soudain compris, j'étais heureuse, pas excessivement, juste calmement, tranquillement heureuse. J'avais une maison, une grand-mère, un chien, du temps pour faire ce que j'aimais. Pas de drame, pas de conflit, pas de gens qui me tiraient vers le bas. C'était une sensation étrange. J'avais vécu si longtemps dans la tension, dans l'attente du prochain problème, de la prochaine exigence, du prochain coup dur, que j'avais oublié ce qu'était le calme. Un mois après avoir récupéré Charlie, Darren m'a appelé. Sa voix était fatiguée. Mathilde, je peux te parler, hein? Bien sûr. Sheila, elle veut divorcer. Je me suis tue, ne sachant pas quoi dire. Elle a rencontré quelqu'un d'autre, au travail. Elle dit qu'elle est tombée amoureuse, qu'elle veut commencer une nouvelle vie. Je ne sais pas quoi dire, Darren. Il a soupiré. Je ne sais pas pourquoi je t'appelle. C'est juste que je ne savais pas à qui d'autre le dire. Tu veux venir pour discuter? Pause. Je peux? Oui, il est arrivé le lendemain. Il s'est assis à la table de la cuisine. Je lui ai servi un café. Grand-mère Joy était sur la terrasse. Elle nous laissait de l'espace. J'ai tout gâché, dit-il doucement. Avec toi, avec Sheila, avec tout, je pensais que je faisais tout correctement. Je gagnais de l'argent, j'achetais des choses, je subvenais aux besoins de ma famille. Mais je ne voyais pas les gens, je ne voyais pas ce dont ils avaient vraiment besoin. J'écoutais en silence. Sheila me le disait depuis des années, que je ne l'écoutais pas, que les choses matérielles étaient en plus importantes pour moi qu'elle, mais je ne l'entendais pas, tout comme je ne t'entendais pas. Il m'a regardé. Je suis désolée pour tout, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je veux juste que tu le saches. Je lui ai pris la main. Darren, tu n'es pas mauvais. Tu ne sais simplement pas voir, mais on peut apprendre. Il n'est pas trop tard. Il a hoché la tête, les yeux remplis de larmes. Nous avons parlé pendant encore 1 heure de notre enfance, de notre père, de la façon différente dont nous avons été élevés, des erreurs que nous avons commises. De la possibilité de recommencer à zéro. Quand il est parti, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. De la pitié pour lui, pas du mépris, pas de la colère, juste de la pitié. Il avait perdu tant de choses en essayant d'obtenir des biens matériels à la place de l'amour. Quelques mois passèrent encore. L'automne fit place à l'hiver, puis l'hiver au printemps. La vie coulait paisiblement, tranquillement. Je ne m'attendais plus à ce que quelque chose se brise. Je ne regardais plus derrière moi. Je vivais tout simplement. Un soir, alors que ma grand-mère et moi étions assises sur la terrasse, déjà vêtues de pull chaud, car les soirées étaient fraîches, elle m'a pris la main. Mathilde, je veux que tu saches quelque chose. Quoi, grand-mère? Elle a marqué une pause. Je suis fière que tu sois ma petite fille, vraiment fière. Je l'ai serrée dans mes bras et j'ai pleuré sur son épaule. Pas de tristesse, de gratitude. Merci, grand-mère, pour tout. Sans toi, je n'aurais pas pu m'en sortir. Tu t'en serais sortie, a-t-elle dit avec assurance. Tu es plus forte que tu ne le penses. Nous sommes restés assises en silence, regardant le soleil se coucher à l'horizon, peignant le ciel de nuances orange, rose et violette. Charlie était couché à nos pieds, levant la tête de temps en temps, comme pour vérifier que nous étions toujours là. Je repensais aux 2 dernières années, à la victoire, à l'épreuve, à la douleur, à la libération, à ce que j'avais perdu et à ce que j'avais trouvé. J'avais perdu la famille que je connaissais, mais j'avais trouvé la famille que j'avais choisie. J'avais perdu mes illusions, mais j'avais trouvé la vérité. J'ai perdu la peur, mais j'ai trouvé la paix, et cela me suffisait, plus que cela me suffisait. Tu sais, dis-je doucement à ma grand-mère, je pensais que l'argent changerait tout, mais il n'a pas tout changé, il a simplement montré ce qui était déjà là. Elle acquiesça. L'argent n'est qu'un outil, il révèle le caractère, il ne le crée pas. Papa disait quelque chose de similaire. Je me souviens, quand j'étais petite, il disait: Mathilde, l'argent ne rend pas une personne bonne ou mauvaise, il la rend simplement plus elle-même. Ma grand-mère sourit.
Ton père était un homme sage et il serait fier de toi. J'espérais cela. Je l'espérais vraiment. Nous sommes restés assises sur la terrasse jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse complètement et que les étoiles apparaissent. Charlie ronflait dans son sommeil. Au loin, on entendait le chant des grillons, le vent caressait doucement mon visage. Je ne savais pas ce que demain nous réservait, quel nouveau défi la vie nous apporterait, quelle nouvelle décision nous aurions à prendre. Mais je savais une chose, j'étais prête, j'étais forte, je n'étais pas seule, et cela me suffisait. Cela me suffisait amplement.